C'était dans le bateau, ils sont descendus. Il a continué son périple. Voilà. D'abord, le président est né le 4 juin 1915 à Bamako, fils de Daba Keïta et de Hatma Kamara. Très vite, il fut admis au concours d'entrée à l'école normale William Ponty de Gorée, où, à la fin de son cycle normal, il sort comme major de sa promotion. Alors, il a eu les distinctions suivantes. Major promotion, élève très intelligent, agitateur de haute classe, mais anti-français à surveiller de près. Il rentra au pays en 1936. Alors, commence ça, sa carrière politique. En 1956, il fut premier maire central noir de Bamako. Et de 56 à 60. En 60, il est élu président de la République du Mali. Et maintenant, il occupa le palais en 1961. Notre père était le symbole de l'homme patriote. Il était le symbole de l'homme intègre. Il était le symbole de l'homme nationaliste. Alors, de 60 à 68, Mali avait 74 sociétés entreprises d'État, dont 34 usines. Il n'a pas blagué pour l'éducation, qui était citée en exemple par l'UNESCO. Comme je suis membre de la famille, je garde beaucoup de choses de lui. Surtout, un grand boubou qui est là. Il a porté ce grand boubou en 64 pour aller en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président Félix Houphouët-Boigny. Alors ils ont fait des périples de Boaké. Ils sont partis à Korogo. Il avait cette Niaga, boubou gris foncé. Alors, arrivé à Korogo, il a tenu un discours. Comme ce sont des exemples, ce sont des gens qui parlent le français de la France. Il a tenu un beau discours, le bleu ciel. Depuis Mopti, il a été averti par son directeur de sécurité, Oumar Bouré, tonton Oumar Bouré. Il dit qu'il vient. Arrivé à Ségou, il a eu encore un avertissement, comme quoi les militaires ont pris les artères. Il dit qu'il vient. Il y avait 3 ministres dans le bateau, ils ont quitté le bateau depuis Ségou, des traîtres. Mais il est venu à Koulikoro, tenir un discours, avertir les pionniers. Et vous les pionniers, vous et moi, on a réussi. Le Mali déjà a 18 avions, 74 sociétés d'entreprises d'État, 34 usines. Mais il portait cette tenue. En ce temps, il a croisé les militaires. Aucune résistance. Le chef de l'État actuel est en train de prendre le chemin du président Modibo Keïta. Parce qu'il n'aime pas la corruption. Il est trop nationaliste aussi. Moi, j'ai eu la chance, très jeune, de recevoir des mains du président les salutations. J'étais pionnier quand il a été dans mon village, précisément à Mandiakoui. Et je crois que c'est de là, en 68, c'est de là qu'il est venu à Ségou et qu'il y a eu le coup d'État. C'était vraiment sa dernière tournée à l'intérieur du pays. Donc j'ai eu à lui saluer la main en tant que jeune pionnier. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas un culte, ce n'est pas un mythe. C'est un homme providentiel qui est venu, qui a vécu son temps. Même nous là, nous pouvons parler très peu de Modibo Keïta. Nous l'avons vécu très jeune. Ce n'est que par l'histoire, par les écrits. Mais vous trouverez qu'à côté de ce mythe-là, quand vous parlez par exemple de Modibo Keïta aux jeunes du PSP, mais vous serez déçus. Ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Ils vont vous sortir des choses qui sont incroyables. Et ça me rejoint à une réflexion du docteur Choguel Kokola Maïga quand il nous a reçus, la génération des jeunes bois, parlant du Dibi Silas. Il a dit ceci: je vais m'appesantir sur le côté positif de Dibi Silas Diarra. Le côté négatif, je n'en fais pas cas. Mais chaque homme a son positif et son négatif. Et moi, je situe le problème de Modibo Keïta, père fondateur de l'indépendance, dans ce contexte. Dans le contexte qu'il a voulu révolutionner, après les indépendances, il a voulu vraiment que le Mali se prenne en charge. Mais malheureusement, il n'avait pas compté avec l'esprit machiavélique des Français, qui n'ont jamais d'amis, mais qui ont des intérêts. Alors dès l'instant où leurs intérêts se sentent menacés, tu deviens la bête à abattre. Et malheureusement aussi, c'est chaque fois
nous les Africains, qu'on travaille contre nous-mêmes. On fabrique les Africains contre les Africains. On fabrique les Maliens contre les Maliens. D'où la succession d'arrestations. Mais en réalité, derrière, c'est toujours la France. Quand le Français est parti, Modibo a dit, bon, okay, c'est l'autodétermination. Ok? C'est le consommé malien, en réalité. Donc, les usines devraient venir de nous. Et il a pu, en son temps, un peu le secteur commercial, en créant les usines là, forcément, il maîtrisait les prix. Forcément, il maîtrisait la concurrence déloyale. Et c'est ce qui a été à l'avantage de son succès. Il a fait venir des gens qui étaient prêts à l'aider, tels que les Chinois, tels que les Russes. Mais à côté, il n'a pas oublié les Français, tout en faisant attention à eux. Quand on vous parle aujourd'hui de Morel et Prom, Bien Tesser et autres, c'était des commerçants français qui étaient là, installés pour les intérêts des Français. Il a été exceptionnel à tout point de vue. Il a eu un cursus scolaire qui n'est pas commun, et régulièrement à la tête de sa promotion, jusqu'à William Pointy, où il sort major de sa promotion. Quand il revient à exercer ses activités syndicales, politiques, et qui vont le conduire jusqu'à la tête de l'État, il a été aussi cet homme qui a tout dédié à son pays. Tout ce qui pouvait être le meilleur pour son pays, il l'a cherché, il est parti partout. Il a fait ce qu'on appelait à un moment même le tour du monde, qu'il a amené jusqu'à Ulaanbaatar en Mongolie, pour trouver souvent même des espèces animales qui sont rustiques et qui peuvent aider un peu dans son propre pays. Ça, c'est juste un exemple. Et je finirai certainement, pour être bref et répondre seulement à cette question, je finirai par vous dire qu'il s'agit du premier président du Mali. Il reste le premier et le seul premier président du Mali. Il est le père de l'indépendance. Quand un homme aura donné à son pays son indépendance, décidé officiellement que ce pays ne s'appelle plus Soudan et qu'il s'appelle Mali, quand un homme a trouvé une hymne nationale pour son pays, quand un homme a trouvé une devise pour son pays, quand un homme a trouvé un drapeau pour son pays, je pense que cet homme a fait son devoir de génération. Pour être sincère avec l'histoire, je crois qu'on ne peut pas arrêter de le célébrer. Donc plus de 40 ans après sa disparition, s'il est encore à la une et il est cité en référence, c'est bien à cause de la qualité de son parcours. Tout a commencé par lui. La première forme d'armée, c'est ça. On a des compatriotes qui ont servi l'armée coloniale et qui l'a convié à revenir au pays pour l'aider à créer l'armée nationale du Mali, parce que nous avons proclamé officiellement et à l'international notre souveraineté, notre indépendance. Dès l'instant, il faut créer sa propre armée, et ces anciens qui avaient servi déjà l'armée coloniale ont servi d'instructeurs pour la jeune armée. Ce sont eux qui l'ont animée, qui ont recruté, qui ont formé les premiers soldats. Et donc, que dire que quand on a à faire les premiers pas, c'est un challenge. On peut réussir ou ne pas réussir, mais on reste le premier qui inspire les autres générations. Donc l'armée malienne a été ce qu'elle a été en son temps, nous l'avons connu, mais aujourd'hui, beaucoup de paramètres ont changé dans l'armée. Regardez un peu les équipements rudimentaires que la jeune armée nationale du Mali a utilisés en son temps. C'est sans commune mesure avec les équipements d'aujourd'hui. Les vecteurs aériens et tous ces outils qui sont équipés, n'est-ce pas, d'informatique très très poussée, y compris les armes individuelles. Donc c'est vraiment une autre génération d'armées maintenant. L'époque de Modibo a vécu en avant pour de plus grands succès encore avec les générations actuelles. Quelqu'un qui a bravé tous les obstacles, nonobstant les dangers qu'il savait déjà en s'y engageant, pour faire en sorte que on soit aujourd'hui le pays qui a accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Et beaucoup de choses ont émaillé sa vie, des hauts faits qui ont fait qu'aujourd'hui Modibo
est une référence, pas seulement pour le Mali, mais pour l'Afrique. Et pourquoi je dis cela? L'Organisation de l'Unité africaine, qui a vu le jour le 25 mai 1963, Modibo a été d'un grand apport, parce que c'est Modibo qui a rédigé la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Cela, on ne le dit pas. Il avait été désigné avec Sylvanus Olympio pour rédiger cette charte. Mais malheureusement, en janvier 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné. Donc c'est Modibo celui qui restait. Alors, et à l'issue de la rencontre d'Addis Abeba, les chefs d'État africains ont failli se séparer sans arriver à un résultat. Parce que deux grandes tendances étaient opposées. Une tendance qui était essentiellement du groupe de ce qu'on appelait le groupe de Casablanca, que l'on considérait comme les pays progressistes d'Afrique, qui regroupait le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Égypte, le Maroc, etc., etc. Et de l'autre côté, le groupe de Mourovia, avec à sa tête la Côte d'Ivoire, et qui regroupait des gens qui ne voulaient pas du tout qu'on aille dans le sens d'une unité politique du continent, mais que ce soit des États souverains qui se retrouvaient dans une association. Donc, puisque ces deux tendances n'arrivaient pas à s'entendre, c'est Modibo qui a proposé ce qu'on appelle le cercle concentrique, c'est-à-dire la création des grands ensembles sous-régionaux qui vont évoluer économiquement et politiquement pour ensuite se retrouver dans le cadre d'une grande association. Et c'est ce qui a fait que la charte a été finalement adoptée et l'Organisation de l'Unité africaine a été créée. Donc c'est grâce à Modibo que l'OUA en réalité est née le 25 mai 1963. Cela aussi, on ne le dit pas assez. Mais malheureusement, il faut le dire, ces organisations sous-régionales qu'il a proposées, que l'on voit aujourd'hui à travers ce qu'on appelle la CEDEAO, qu'on le voit comme les CEMAC, SADC, etc., n'ont pas le contenu que Modibo avait souhaité. Non, les gens voient seulement l'apparence, ils ne voient pas le fond. Quand Modibo était très attaché au Grand Boubou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que retournons à nos traditions qui ont fait leur valeur des siècles durant. Consommons ce que nous produisons ce que nous voulons consommer, au lieu d'étendre la main permanemment à l'extérieur. Regardez aujourd'hui, l'industrie de tissage au Mali est morte à cause des friperies. On va prendre n'importe quoi à l'extérieur comme vêtements, on nous amène ça parce que c'est moins cher. Qui sait ce que ça nous crée comme... D'abord, en termes économiques, c'est une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ça tue les initiatives locales, ça tue les productions nationales. Mais les gens ne voient pas ça. Donc quand Modibo s'appuyait en Grand Boubou, c'était ça. Derrière les Grands Boubous, la symbolique, c'était la souveraineté sur tous les plans. Et cette souveraineté passe par le fait d'abord et surtout que nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous voulons consommer. C'est ça en réalité. Alors, quand on comprend des choses de ce point de vue, naturellement, Modibo a laissé beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train de renaître progressivement. J'ai entendu que maintenant on veut même construire des usines de filature de coton, et plutôt des usines de filature pour qu'à partir de notre propre coton, au lieu qu'on exporte cette matière première à 99% à l'extérieur, que nous puissions le transformer ici. Et quand on transforme ça ici, ça crée de l'emploi, ça développe l'économie, ça va faire en sorte que nous n'allions pas jeter nos sous, le peu de sous que nous avons, à acheter des friperies à l'extérieur avec tous les dangers sur le plan de la santé que ces friperies nous apportent. C'est des choses qui ne sont pas adaptées d'abord à notre climat. C'est tel comme ça. Allô?